Good evening, and now for a preamble, law and mental health. Oui, je m'emporte un peu, je parle anglais et je dis bonsoir, puisqu'il a des fans partout dans le monde, jusqu'en Australie, où il doit être à peu près 19h34. Je vous prie d'accueillir le président du groupe de réflexion en santé mentale, The Famous Tim Grissom. Aïe, 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 quelle réputation. On a de la chance absolument incroyable d'entendre quelqu'un de la direction de l'Agence régionale de santé vanter autant la notion de rétablissement. On a gagné. On est les meilleurs en Île-de-France. Le reste de la France, ils n'ont qu'à nous suivre. Non, mais absolument génial d'entendre un discours aussi enthousiaste et aussi répétitif sur la notion de parcours de rétablissement, la notion d'avoir un système de santé psychiatrique orienté sur le rétablissement. Donc ça, c'est juste une première victoire tout simplement incroyable. La deuxième chose, juste pour dire en réaction à ces discours, d'entendre l'importance qu'on soit en train de faire cette conférence précisément, non pas dans un hôpital, non pas dans un lieu de soins, même pas dans une université, mais dans un lieu public, un lieu grand public. La Cité des sciences et de l'industrie, vous êtes géniaux, d'accord? Est-ce que c'est clair? Tous ces gens qui sont là pour nous, pour mettre ce débat sur l'espace public et non pas sur les lieux de soins, non pas le limiter à les lieux de soins. Bref, nous, les citoyens, vivons avec notre santé mentale, on veut faire ça en public et c'est comme ça que ça va marcher. Est-ce que c'est clair? Je deviens australien parfois un peu violent, donc c'est normal. Hein? Peut-être, donc, juste, mais on vient de très loin, on revient de très très loin. Mon discours, c'est juste de rappeler un peu l'histoire de notre système de soins et de la lutte pour nos droits. Et je commence avec un monsieur qui s'appelle Louis XIV, il est mort maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il y a des gens qui sont assez âgés pour l'avoir rencontré. 1656, l'édit de Louis XIV, l'édit avec le titre « Le Grand Refermement ». Au fait, c'était un moment où ils ont décidé de nettoyer les rues de Paris. Nettoyer les rues? Oui, nettoyer les rues des pauvres, des orphelins, des vieillards, des fous, des mendiants, des vagabonds. Ils sont listés comme ça. Nous, les fous, on fait partie d'une longue liste de gens qui, au fait, dormaient et vivaient dans les rues de Paris. Et il s'agissait de nettoyer tout ça. D'où la construction des hôpitaux. C'était l'origine de la construction des hôpitaux, était à ce moment-là. Les hôpitaux, le mot vient de hospitalier, c'était des lieux où on mettait ces gens-là pour qu'ils aient un endroit pour dormir, pour vivre, mais non plus qu'ils soient en train de gêner la vie publique, si vous voyez ce que je veux dire. Deuxième grande date que vous avez tous en tête très clairement, n'est-ce pas? 1793, Poussin et Pinel enlèvent les chaînes des lunatiques à Bicêtre. Bref, sous-entendu, jusqu'à ce moment-là, les lunatiques, bref, les personnes avec un trouble psychique important, étaient enchaînées. Est-ce que c'est clair? D'où on vient? 94, nationalisation des hôpitaux, création des hospices civils. On est pile là-dedans, dans cette création pour chaque département des lieux d'enfermement. 1838, la création des asiles, avec le mot asile qui arrive en France, un par département. De nouveau, comme le mot hôpital, asile, un lieu qui est censé être un lieu pour accueillir, mais qui devient très vite un lieu pour enfermer. Pour vous donner une idée d'autres choses qui se passent dans le milieu de la santé, les années 40, 1840, l'introduction de l'anesthésie. Avant, ça n'existait pas. Bref, on expérimentait avec l'éther, le chloroforme, face à une école importante qui croit à la nécessité de la douleur. Pour vous guérir, il faut souffrir.
selon certaines écoles traditionnelles. Ça fait partie du chemin, c'est souffrir. Donc, notre bataille sur le rétablissement est une bataille qui vient de loin. On est d'accord ? 1939, la loi du 14 juillet sur l'assistance aux vieillards infirmes et incurables. De nouveau, des textes de loi destinés à essayer d'aider les gens dans cette situation. Suivi par le mouvement hygiéniste. Okay, un mot dangereux, l'assainissement des rues, la lutte contre la tuberculose, l'alcool, la notion de hygiène mentale qui est développée. Bref, comment est-ce qu'on peut imaginer Jean-Pierre Burnet avec l'esprit propre? La notion de, je taquine, la notion de hygiène mentale inventée 1920, la lutte aussi contre la syphilis, mais c'est aussi l'idée qu'on pourrait avoir des gènes propres aussi. Donc, ce mouvement eugéniste, la notion d'eugénisme, et vous savez très bien ce qui s'est passé, ce n'était pas seulement en Allemagne, juste pour qu'on soit clair. C'était un mouvement aussi ici en France. 1918, les gueules cassées. Première grande association, ou équivalent d'une association d'usagers d'un système de santé. C'était des gens qui sont revenus de la guerre, de la Première Guerre mondiale, des soldats cassés, avec des jambes cassées, avec des têtes cassées, etc. Et ils revendiquaient de l'aide. Ils revendiquaient l'idée de batailler pour leurs droits, en disant non, la guerre est terminée, oui, mais nous, on vit avec la suite de ça. Donc, ce premier mouvement, association d'usagers dans un certain sens, à garder en tête comme nos origines philosophiques. Les années 30, les nouvelles thérapies en psychiatrie, l'utilisation de l'insuline, la sismothérapie, vous comprenez ce que ça veut dire? Ok, choc électrique, etc. Lobotomie, donc l'expérimentation avec l'idée que si on creuse dans le cerveau de la personne, peut-être que ça va le nettoyer, peut-être que ça va, il va aller mieux après. Donc ce qu'on a expérimenté, je peux lister beaucoup de choses beaucoup pires, mais là c'est les plus importantes en France de cette époque-là. La guerre, Deuxième Guerre mondiale, 40 000 des 115 000 personnes hospitalisées en psychiatrie meurent de faim et de froid. Ok? Événement dramatique. Dramatique. Il n'y avait plus de nourriture. La nourriture qui arrivait dans les hôpitaux psychiatriques était tout de suite accaparée par les gens qui allaient le mieux. Les 40 000 personnes qui sont décédées, c'était principalement des personnes dites handicapées mentales, des personnes trisomiques, qui étaient à cette époque-là enfermées avec les fous dans les hôpitaux psychiatriques, dans les asiles. Résultat de tout ça, un mouvement des familles. L'UNAPI, l'Union nationale des associations des parents d'enfants inadaptés, je crois que c'est le terme, des familles des personnes dites handicapées mentales, ils les retirent de la psychiatrie en France à cause de ce qui s'est passé pendant la guerre. Bref, les autres patients ont survécu, mais nos enfants, les gens de notre famille n'ont pas survécu. La création de l'UNAPI, ils retirent ces populations et toute une population de personnes vivant avec un handicap mental qui sont gérées par un milieu associatif pour tous les départements en France. La France, une exception à cet égard. Dans d'autres pays, même jusqu'à très récemment, par exemple au Royaume-Uni, jusqu'en face, les personnes avec un handicap mental étaient dans les mêmes institutions, sont jusqu'à très récemment que les personnes avec un trouble psychique. 52, il y a des gens dans cette pièce qui en sont nés aussitôt que ça. Donc on arrive chez nous. Découverte de tranquillisants majeurs. Toujours la base de ce qui est utilisé aujourd'hui couramment par rapport à la psychose. Donc des choses qui tranquillisent la personne quasi totalement.
comment est-ce qu'on les utilise, en quoi ça constitue un problème pour les droits des personnes. 1960, la naissance du secteur psychiatrique. À cette époque-là, 700 psychiatres en 1970. 12 500 en 2018. Ça se reproduit incroyablement. Bref, c'est devenu à la mode aussi. Les études en santé mentale, en psychiatrie, les publications incroyables, tous les débats entre les psychanalystes et les autres, etc., le lacanisme, tout ça. Un énorme enthousiasme pour la psychiatrie en France et cet incroyable développement. Évidemment, ce n'est pas aussi facile aujourd'hui, en 2021. 1990, la loi du 27 juin que vous connaissez tous par cœur, réglementation des conditions de l'hospitalisation sous contrainte. Bref, les textes de loi commencent à devenir de plus en plus exigeants pour les droits des personnes. L'hôpital général se démocratise. 41 autorise l'admission de malades payants à l'hôpital. Avant, l'hôpital, c'était les lieux où on rangeait les gens qui dérangeaient. On rangeait les pauvres. Les gens avec de l'argent se faisaient soigner où? Enfin, pas à l'hôpital, ils se faisaient soigner où? Chez eux. Le médecin se déplaçait chez eux. Parfois en clinique, etc. 45, après la guerre, accès universel pour tous aux soins, création de la sécurité sociale. 58, incroyable texte, le circulaire sur l'humanisation des hôpitaux. Ça dit long sur ce que c'était l'hôpital avant, s'il fallait l'humaniser. La réforme de Bray, 58, présence à plein temps des médecins dans les hôpitaux. Ah bon? Ça veut dire que ce soit clair dans vos têtes. Les hôpitaux, avant ça, ce n'était pas pour les soins entièrement. D'accord? Ça avait une fonction très largement sociale, pour ranger les gens qui dérangeaient. Charte du malade hospitalisé, 74. Le sida, la remise en question du pouvoir médical, les patients impatients prennent la parole. 1988, les États généraux du sida, un événement surprenant car pour la première fois en France, et sur scène étaient des gens vivant avec un trouble de santé. Ce n'étaient pas des experts professionnels en sida qui étaient sur scène pour parler du sida. C'était les personnes vivant avec le VIH qui étaient sur scène. Donc, événement majeur, figuré dans toute la presse, la télévision, etc. SIDA, manifestation contre les hôpitaux à Paris, en Île-de-France, entre l'assistance publique, les laboratoires. 98-99, ce mouvement des États généraux repris pour toute la santé, mais aussi celui qui est très connu, les États généraux du cancer. Sur scène, des femmes qui racontaient qu'est-ce que c'était que d'avoir un cancer du sein, de le découvrir, qu'est-ce que c'était, comment est-ce qu'elles étaient soignées dans le système de soins. Ça a secoué toute la France de l'époque. La fin du siècle, ça commence à bouger. 95, circulaire relative aux droits des patients hospitalisés. 96, représentants des usagers au conseil d'administration des hôpitaux. 98, loi relative à la lutte contre les exclusions, la permanence d'accès aux soins de santé dans les hôpitaux. Obligation de s'assurer des conditions de poursuite du traitement. Bref, on ne pouvait plus juste soigner. Bye bye. Il fallait soigner et garantir la suite. 99, couverture maladie universelle. Et ça continue. 2001, charte des droits des usagers du système de santé mentale. 2002, loi du 4 mars relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 2005, la loi sur le handicap que vous connaissez tous par cœur. 2010, la démocratie sanitaire au niveau régional, avec Jean-Pierre Bernier, pour nous, en Île-de-France, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Une instance qui donne la parole à tout le monde sur leur santé et sur le système de santé.
les conseils territoriaux de santé, bref, ça commence à se localiser, à non plus être une politique nationale ou même régionale, mais des politiques départementales. De 2014-2016, généralisation des conseillers locaux de santé mentale, les célèbres CLSM. 2021, en Île-de-France, publication de tous les projets territoriaux de santé mentale en Île-de-France. Et ça vaut vraiment la peine d'aller sur le site de l'ARS pour regarder ces projets pour chaque département et de se rendre compte que la santé mentale dans chaque département en Île-de-France, les besoins des gens et les exigences des gens sont différents. Les gens n'ont pas les mêmes besoins. Donc c'est fascinant de regarder ces différences. Mais un système hospitalier qui s'appuie toujours sur la contention, donc là je cite le journal Libération en 2016, Madame Adeline Hazan, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, elle dit « Nous n'avons jamais vu cela. Des pratiques centralisées, honteuses et choquantes. » C'est il y a 5 ans qu'elle dit ça. En France, en 2016, dans un hôpital psychiatrique ordinaire dans l'Ain, des patients sont enfermés, sanglés, dépourvus de tout espace de liberté, abandonnés, maltraités. Elle dit « Je suis sidérée que l'Agence régionale de santé, que la Haute Autorité de santé, que les différentes commissions départementales, toutes ces structures qui sont venues ces dernières années, voire pour certaines ces dernières semaines, n'aient pas observé ce que notre mission a vu et qu'elle n'ait en tout cas pas réagi. Cela me laisse sans voix. » Une dame émue de ce qu'elle a vu, et c'était il y a 5 ans. Et toujours, je tiens le discours, j'essaie de fixer mes yeux sur les directeurs d'hôpitaux qui se trouvent dans la salle. Est-ce que vous allez dans les services pour voir ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous vous déplacez pour aller voir? Est-ce que vous êtes sûr que dans les lieux d'hospitalisation, les règles sont bien suivies à cet égard? Je pose toujours la question aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des directeurs d'hôpital dans la salle. Notre 6e forum de rétablissement du déni des droits, l'exercice des droits, le rétablissement, on en est où aujourd'hui? Avons-nous enfin acquis le droit au rétablissement? Avons-nous vraiment le droit d'aller mieux dans notre système de soins en santé mentale? La grande question là, aujourd'hui, la force de ce qui se passe aujourd'hui, c'est de décrire comment les droits, c'est essentiel dans un parcours de rétablissement. Mind our rights now. Un joli jeu de mots en anglais que la plupart des Français n'ont rien compris. OK, mind our rights now. Mind, évidemment, c'est l'esprit. Our rights, c'est les droits maintenant. L'esprit, les droits maintenant. Mais ce n'est pas seulement ça. To mind, le verbe en anglais, ça veut dire « faites attention à ». Prenez en compte, s'il vous plaît, nos droits maintenant. Mind our rights now. Okay, c'est un jeu de mots en anglais. Cette conférence du début de la semaine qui souligne plusieurs choses dans lesquelles nous avons participé activement en Île-de-France. Des choses comme un chez-soi d'abord. L'idée que des soins, ce n'est pas la première chose qu'il nous faut. Il nous faut un lieu pour dormir. Il faut de quoi manger. Des projets comme un chez-soi d'abord, essentiels. Et on avait expérimenté ça en Île-de-France. Et les bases pour ça ont été faites en Île-de-France et en PACA, en Marseille et à Lyon. Deuxièmement, je peux citer les directives anticipées, incitatives en psychiatrie. De nouveau, une expérimentation qui a commencé Lyon cette fois-ci. Mais on a joué le jeu ici aussi pour l'expérimenter. L'idée que quelqu'un qui a un trouble psychique peut déterminer, peut dire comment est-ce que je voudrais que ça se passe la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois, si j'ai une crise qui arrive, je voudrais être soigné par qui et où? Je voudrais que ça se passe comment? Est-ce que je voudrais qu'on appelle ma mère, mon père, ou est-ce que c'est plutôt les voisins? Comment est-ce que je souhaite que ça soit géré? L'idée que
un des trucs essentiels pour quelqu'un qui vit avec un trouble, qui peut revenir, de pouvoir dire comment il souhaite être soigné la prochaine fois qu'ils n'ont plus la tête pour se gérer. Et juste pour conclure, l'importance, je l'ai déjà dit, mais l'importance que cette conférence ait lieu dans un lieu pour le grand public. L'idée que vous êtes venus, vous vous êtes inscrits, mais qu'il y a plein de gens en train de nous regarder en direct en France. Que ce débat sur aller mieux, ce débat sur le rétablissement soit en train d'avoir lieu, non pas dans des lieux fermés, dans des hôpitaux, mais sur la place publique. Et qu'on soit là, ici, aujourd'hui, pour fêter ça. Merci à la Cité des sciences et de l'industrie. Merci à la Cité de la santé et bravo.